Bonjour, bienvenue à tout le monde pour ce séminaire académique. On a le plaisir d'accueillir M. Jérôme Plaque, qui est bachelier en soins infirmiers avec une spécialisation dans les unités de soins intensifs, dans l'aide médicale urgente, master en santé publique, et qui va nous parler de unités de soins intermédiaires, comme le nom l'indique, un peu situé entre services généraux et unités de soins intensifs. Alors l'intention surtout de ce type d'unité que ça puisse faciliter le trajet du patient en milieu hospitalier, qui quitte plus facilement l'unité de soins intensifs, que suite à cela, on réduise aussi peut-être les coûts. Dans un contexte actuel, c'est peut-être la bienvenue. C'est de cela, je pense, que vous allez nous entretenir durant une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être. Par la suite, tout le monde est apte à poser des questions. Je vous cède la parole. Merci pour cette introduction. On va passer au plan de la présentation, une introduction générale pour expliquer quelques grands concepts. Ensuite, on passera en revue 3 études menées dans le cadre de ma thèse et une conclusion générale. D'abord, qu'entend-on par soins critiques? Donc, si on prend une définition qui vient des États-Unis, on parle de soins médicaux destinés aux personnes dont les blessures et la maladie mettent en danger leur vie. Si on regarde un peu plus près de chez nous en France, on va parler de services destinés à la prise en charge graduée selon la gravité de patients présentant ou susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances viscérales, mettant directement en jeu leur pronostic vital, et est ajouté dans cette définition soins critiques est égal à service de réanimation, de surveillance continue, de soins intensifs adultes et pédiatriques. Et donc, ce qui est intéressant dans cette seconde étude, c'est directement que quand on parle de soins critiques, on parle de différents niveaux de soins. Alors, en Belgique, on connaît les unités de soins intensifs, les unités d'hospitalisation classiques. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler d'unités de soins intermédiaires qui pourraient se trouver entre ces deux types d'unités. Il n'existe pas de consensus international sur l'organisation des soins critiques, ni des soins intensifs, ni des unités de soins intermédiaires. En fonction du système de soins, on peut avoir des différences plus ou moins importantes dans l'organisation de ces différentes unités. Mais en Europe, les dernières études montrent qu'environ un tiers des pays utilisent des unités intermédiaires. Qu'entend-on par unité de soins intermédiaires? Ce sont des unités donc, qui sont destinées à prendre en charge des patients qui ne nécessitent pas de soins intensifs, mais qui ont un besoin d'un niveau plus élevé de soins infirmiers et qui ne peuvent pas être fournis dans un service d'hospitalisation classique. Dans la littérature, on retrouve aussi différents types de noms pour ce type d'unité, avec des fonctions plus ou moins semblables. Dans les pays anglo-saxons, on va retrouver des noms tels que unité à haute dépendance, step down unit. Il y a quelques années, d'ici 15-20 ans, on retrouvait plutôt dans la littérature des services de medium care, de middle care. Aujourd'hui, en Europe, pour désigner ce type d'unité avec la fonction qu'on vient de citer, on utilise principalement unité de soins intermédiaires et c'est ce nom qu'on a décidé de retenir pour les recherches à venir. Quel est l'intérêt de développer ce type d'unité que l'on retrouve dans la littérature? Ça permet de diminuer les durées de séjour aux soins intensifs, de réduire les coûts, de prévenir les réadmissions à l'USI et d'éviter l'admission de certains patients aux soins intensifs. Au niveau du paysage des soins critiques en Belgique, où on en est, nous avons 17,4 lits de soins intensifs pour 100 000 habitants. Avec ce ratio, on rentre dans le top 3 européen, c'est-à-dire qu'on a de nombreux lits de soins intensifs, mais c'est un chiffre qui n'est pas toujours évident à comparer, parce que si on compare nos voisins français de nouveau, ils ont moins de lits de soins intensifs pour 100 habitants, mais ils ont des lits de réanimation, ils ont des lits de surveillance continue, et donc derrière un chiffre brut, il faut voir ce qu'on met comme type de lit. Bonjour. Ce qui est certain également, c'est que dans les études les plus récentes menées aux unités de soins intensifs belges, on voit que souvent le taux d'occupation des lits de soins intensifs peuvent atteindre jusqu'à 90% de taux d'occupation. Nous avons des ratios infirmiers par patient parmi les plus faibles d'Europe. Donc en Belgique, la loi dit qu'il faut un infirmier pour 3 patients aux soins intensifs. Nous n'avons pas non plus de critères nationaux pour l'admission ou la sortie de l'USI. Et donc, chaque unité, chaque hôpital a ses propres critères d'admission et de sortie des soins intensifs.
il n'y a pas de politique nationale non plus concernant les unités de soins intermédiaires. On a certaines unités dans les hôpitaux, l'unité coroner ou les stroke unit, qui pourraient être assimilées à ce type de service, mais là, de nouveau, les critères d'admission et de sortie de ce type d'unité ne sont pas clairement définis non plus. Nos hôpitaux sont maintenant en pleine phase d'après-crise Covid, avec toute une série d'impacts que l'on ressent maintenant de cette crise Covid, avec des fermetures de lits en raison d'une pénurie importante de personnel infirmier. Il y a une augmentation depuis la crise du risque d'épuisement professionnel et de l'intention de quitter la profession. On sait qu'un manque de capacité au niveau des soins intensifs ou un ratio infirmier par patient qui est déjà très bas chez nous, qui peut être impacté par la pénurie et qui s'aggraverait, va conduire à des soins qui sont inadéquats, des soins manquants, à une détérioration de la prise en charge des patients aux soins intensifs et donc à une mortalité augmentée dans nos services de soins intensifs. Et donc dans ce contexte de restrictions économiques et de pénurie de personnel, il est important de s'intéresser à des méthodes qui pourraient permettre de réduire les dépenses sans influencer négativement le résultat des patients. Et on sait dans la littérature que le coût d'une journée de soins intermédiaires a un coût de revient moins cher qu'une journée aux soins intensifs. On va maintenant parler de la Nursing Activity Score. C'est une échelle de charge de travail spécifique aux soins intensifs qu'on va voir faire revenir dans les 3 études ensuite qu'on va vous présenter. Qu'est-ce que cette échelle? C'est une échelle composée de 23 items, qui sont 23 activités infirmières. 18 sont binaires à remplir uniquement par oui ou non. 5 choix multiples A, B ou C en fonction de l'intensité de l'item. Ce score va nous donner un score en pourcents, pouvant aller de 0 à 177%, et un score de 100% signifie qu'un patient a consommé 100% du temps d'une infirmière. C'est l'échelle qui est dans la littérature qui est la plus représentative de l'activité infirmière, elle représente jusqu'à 80% de l'activité infirmière globale et est complètement indépendante de la gravité de la maladie. Comme on a mis précisément ça, notre question de recherche, c'est existe-t-il un intérêt à développer des services de soins intermédiaires dans le paysage hospitalier belge? Nous avons donc présenté cette première étude sur l'analyse des admissions aux soins intensifs qui pourraient être prises en charge dans une unité de soins intermédiaires. L'objectif de cette étude était d'analyser les profils des patients en soins intensifs en Belgique sur base de l'activité infirmière et donc du NAS que je viens de vous présenter, afin de quantifier le nombre de jours de soins intensifs qui pourraient être pris en charge dans ce type de service. Il s'agit d'une étude observationnelle prospective qui est menée dans 16 hôpitaux belges. Nous avons réanalysé une base de données suite à une étude menée en 2018 pour évaluer la charge de travail dans ces hôpitaux belges. Cette base de données donc, avait été construite sur 316 lits de soins intensifs avec 2 périodes d'enregistrement au cours de l'année 2018. Le NAS avait été encodé par les infirmières au chevet du patient et toutes les équipes infirmières avaient été formées au préalable à cette échelle. Oui, c'était avant le Covid, effectivement. Exclusion d'un centre qui n'avait encodé uniquement 5 patients, et donc nous sommes sur 15 hôpitaux. Nous avons également exclu les patients pédiatriques et 118 échelles de charge de travail qui avaient été encodées, mais dont l'encodage n'avait pas été achevé. Pour définir une journée de ce qui pouvait être pris en charge dans une unité de soins intermédiaires, comme on l'a dit, il n'y a pas de consensus international, donc on a été lire les recommandations qu'on pouvait trouver sur ces types d'unités, et sur base de ces recommandations, on a sélectionné une série d'items d'activités infirmières qui correspondent à des soins qui pourraient être organisés dans une unité de soins intermédiaires, et nous avions l'accord d'un comité d'éthique pour cette étude. Quels sont les items que nous avons retenus? Donc nous avons défini que les patients qui pouvaient être pris en charge dans une unité de soins intermédiaires ne nécessitaient pas de surveillance intensive, n'avaient pas d'appareil respiratoire artificiel, ne recevaient pas de médicaments vasoactifs, n'avaient pas de monitoring cardiaque invasif, ne nécessitent pas de dialyse continue ou intermittente réalisée au sein de l'unité de soins intensifs, et le patient n'avait pas de mesure de la pression intracrânienne. En sélectionnant ces items, on fait une sélection sur certains items de l'échelle, et donc le score maximal de l'échelle pouvait être de 144,7% contre 177 quand on prend l'échelle au complet. Donc on a juste sélectionné quelques items qui réduisent juste un petit peu cette échelle. Nous avions dans cette base de données donc, presque 14 000
jours USI d'enregistrer. Et sur base de la sélection de ces items, nous avons 4987 jours USI qui auraient pu être pris en charge dans un niveau de soins inférieur que les soins intensifs. Toutes ces journées représentent en fait 3279 patients et dans ces 3279 patients, 746 patients ne présenteront aucune journée qui peuvent être prise dans un niveau de soins inférieur. Par contre, 2533 patients auront au moins une journée au cours de l'hospitalisation qui peut être prise dans une unité de soins intermédiaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est la provenance également de ces patients qui ont au moins une journée qui peuvent être prises en charge dans un niveau de soins inférieur. C'est que presque 30% de ces patients viennent de la chirurgie programmée. On constate également entre ces deux groupes une différence de mortalité importante, puisqu'on a presque 30% de mortalité pour les patients qui ne présentent pas de journée pouvant être prise dans un niveau de soins inférieur, contre 4,7% pour ceux qui ont au moins une journée qui pourrait être prise en charge dans une unité de soins intermédiaire. Et donc, on arrive au constat que 35,8% des journées USI pourraient être prises en charge dans une unité de soins intermédiaires, mais avec, en fonction des différents hôpitaux, une variabilité importante, puisqu'on va de 20% de ces journées à près de 60% dans certains centres de journées qui pourraient être prises en charge dans un niveau de soins inférieur. Si on regarde en fonction de l'évolution de l'hospitalisation du patient, donc en fonction de ses jours d'hospitalisation, on voit qu'on a vraiment un pic au J2 et J3 d'hospitalisation à USI, où presque 50% de ces patients pourraient être admis dans une unité de soins intermédiaire. Et dès le premier jour, on a 31% des patients qui pourraient être admis directement dans une unité de soins intermédiaire. On a également regardé la charge de travail de ces deux groupes de patients. Et donc, en bleu, vous avez pour les 3 pauses matin, après-midi et nuit, la charge de travail des patients des journées qui restent aux soins intensifs contre envers les unités de soins intermédiaires. Et donc, on voit que la charge de travail des patients qui peuvent être pris en charge dans ces unités ont une charge de travail inférieure. On arrive donc à la discussion de cette première étude. Donc, 35% des patients pourraient être pris en charge dans une unité de soins inférieure, avec les critères que l'on a cités précédemment. Dans une étude menée dans 7 pays européens, on a démontré que lorsqu'il n'y avait pas de critères d'admission stricts aux soins intensifs, comme c'est le cas en Belgique, comme on l'a dit en introduction, 35 à 40% des patients de l'USI pourraient être traités dans un niveau inférieur de soins. Et donc, on est de nouveau dans les mêmes constats. Ces 35,8% de journées pourraient pourtant encore être sous-estimés, car on s'est basé sur les items donc de l'échelle, sur les items d'activité infirmière, et l'item soins des voies artificielles respiratoires du SCORNAS ne nous permettait pas de différencier un patient qui était intubé aux soins intensifs d'un patient qui avait simplement une trachéotomie qui était non ventilée, qui peut être prise alors là en charge dans une unité de soins intermédiaires. Il en est de même, il ne nous était pas possible d'évaluer les patients sous ventilation non invasive ou sous canule nasale d'oxygénation à haut débit, qui eux aussi sont restés dans des journées USI, pourtant pouvant être pris en charge dans des unités de soins intermédiaires. De même, sur le terrain, nous n'avons pas vérifié la nécessité de dispositifs de surveillance intensive, et donc si un patient garde un monitoring cardiaque 24 à 48 heures de plus, dans l'étude, il est considéré comme ayant besoin de soins intensifs, et donc ces 35,8% sont peut-être encore sous-estimés. Dès le premier jour à l'USI, 31% des jours auraient pu être admis en fait, dans une unité de soins intermédiaires. On a vu dans l'échantillon que 27% des patients sont issus de la chirurgie programmée. Un constat est que dans nos hôpitaux, de nombreux hôpitaux ferment leurs salles de réveil la nuit, le week-end, et donc ce type de patients qui nécessitent juste une surveillance peut-être de quelques heures sont pris en charge au niveau des soins intensifs pour cette surveillance. De même, la dotation en personnel dans les services d'hospitalisation sont inférieures aux recommandations de l'OMS. L'OMS recommande d'avoir un infirmier pour 8 patients dans un service d'hospitalisation classique. En Belgique, on est à un infirmier pour 10 à 15 patients, parfois 30 la nuit. Et donc, dès qu'un patient nécessite une surveillance plus étroite, on ne peut pas le faire dans ces services et ils sont admis alors aux soins intensifs. Une expérience espagnole également avait démontré que 26% des patients pouvaient être admis directement dans ce type d'unité. De nouveau, notre constat est plus ou moins identique. On a vu qu'il y avait une variabilité importante des jours pouvant être pris en charge dans l'unité de soins intermédiaires en fonction des différents hôpitaux. Mais de nouveau, il n'y a pas de critères nationaux, donc chaque hôpital a ses propres critères pour admettre un patient à l'USI.
Or, on voit également que ces patients qui peuvent être pris en charge dans une unité de soins intermédiaires sont moins lourds. Et si on revient au côté légal, de 2 infirmiers par section complète de CILI, un infirmier pour 3 patients, on parle bien par CILI, et donc on a des normes qui sont adaptées au nombre de lits. On pourrait amener la réflexion, est-ce qu'il ne faut pas adapter plutôt au case mix des patients, vu la grande variabilité du type de patients qu'on a dans nos lits de soins intensifs en Belgique. On a vu donc également que ces patients pouvant être admis aux soins dans une unité de soins intermédiaires avaient une charge de travail inférieure aux patients qu'on va garder aux soins intensifs. Attention, si on sort ces patients, on va concentrer des patients plus lourds, et on constate aussi dans la littérature que créer des unités de soins intermédiaires vont augmenter la sévérité globale de la population admissible, va augmenter la moyenne des durées de ventilation, on va en fait concentrer les patients les plus lourds aux soins intensifs. Et donc, comme on sait que nos normes aux soins intensifs sont déjà obsolètes en Belgique, si on crée ce type d'unité, il faut faire attention à revoir les normes en termes de personnel soignant aux soins intensifs. Les limites de cette étude, effectivement, c'est que c'est une base de données qui date de 2018. Néanmoins, du côté légal, il n'y a pas eu de grosses décisions, de nouvelles décisions par rapport à ce type d'unité, l'organisation des soins intensifs qui peuvent influencer grandement les types de patients qu'on a dans notre lit. Effectivement, c'est après le Covid, on a peut-être des lits de soins intensifs qui sont fermés, une sélection de patients qui est nécessaire au vu du nombre de lits diminué. On a sélectionné les patients uniquement sur base des activités infirmières, pas de données médicales ou biologiques qui n'étaient pas disponibles dans cette base de données. Et nous n'avons pas non plus mesuré l'impact de ce type d'unité sur l'organisation hospitalière, sur le reste de l'organisation. Et donc, en conclusion, 35% des jours pourraient être pris en charge dans un niveau de soins inférieur, dans une unité de soins intermédiaire. Mais attention, grande variabilité entre les hôpitaux allant de 20 à 60% des jours d'hospitalisation aux soins intensifs. On arrive, on a vu qu'un certain nombre de patients pourraient potentiellement être admis, mais finalement, est-ce qu'il y a un intérêt pour la qualité et la sécurité des soins dans les hôpitaux belges? C'est vrai que ça coûte cher, les unités de soins intensifs, mais si c'est pour une bonne qualité de soins. On a donc décidé de mesurer l'association entre la charge de travail au moment de la sortie des soins intensifs et la réadmission aux soins intensifs. Pourquoi s'intéresser à la réadmission aux soins intensifs? Parce que la réadmission aux soins intensifs va avoir toute une série d'impacts sur les patients, avec une augmentation de la durée d'hospitalisation, une augmentation du risque de complications iatrogènes nosocomiales, une augmentation de la mortalité, des coûts d'hospitalisation et du stress pour les patients et pour leurs familles. Demain, on va réduire le nombre de lits disponibles pour d'autres patients en devant réadmettre des patients. Le taux de réadmission est là aussi très variable au niveau international. On trouve des taux de réadmission allant de 2,5% à 15% des patients sortant des soins intensifs. Et un des facteurs de risque qui est déjà connu de la réadmission est un suivi inadéquat dans le service d'hospitalisation entraînant des soins sous-optimaux des patients qui sont sortis de l'usine. Donc l'objectif ici de cette étude était d'évaluer la relation entre la charge de travail infirmière mesurée grâce au NAS et la réadmission à l'usine. Ici, il s'agit d'une étude de cohorte prospective, monocentrique, réalisée pendant 1 an. De nouveau, on avait formé les équipes infirmières à l'utilisation du NAS. On a gardé une période de 3 mois d'essai pour être sûr que le NAS soit correctement encodé. Et c'est un enregistrement quotidien à chaque pause par l'infirmière responsable du patient. Et le NAS de sortie est équivalent au NAS qui a été pris donc à l'évaluation de la charge de travail au moment de la sortie du patient, lors de la dernière pause de sortie. Qu'entend-on par réadmission? Donc c'est le retour à l'USI dans les 30 jours suivant la sortie de l'USI vers une unité de soins. Et la sortie du patient de l'USI était une décision médicale sans critères spécifiques prédéfinis. Donc le médecin évalue l'état du patient et juge s'il est capable de sortir ou non des soins intensifs. Et seule la première réadmission était prise en compte. Si un patient est revenu plusieurs fois au cours de son séjour aux soins intensifs, les réadmissions suivantes n'ont pas été prises en compte. Également pour cette étude. Nous avons donc inclus tous les patients admis dans un hôpital universitaire belge du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Nous avions exclu les patients pédiatriques, les patients qui sont décédés ne pouvant pas revenir aux soins intensifs, les patients transférés dans un autre centre, une maison de repos ou à domicile que l'on ne pouvait pas suivre ensuite. Nous avions donc 1610 patients et au final, nous avons gardé 1293 patients, dont 10% vont être réadmis aux soins intensifs.
que ça, je viens de le dire effectivement. Qu'avons-nous constaté? Il n'y avait pas de différence de charge de travail au cours du séjour chez les patients qui vont être réadmis ou pas réadmis. Par contre, les patients qui ont été réadmis avaient une charge de travail supérieure aux patients qui ne seront pas réadmis au moment de leur sortie des soins intensifs. Au niveau de l'analyse multivariée, on a vu toute une série d'éléments qui sont un risque de réadmission. Donc, il y a la charge de travail évaluée via le NAS, il y a le fait de sortir de l'USI avec une trachéotomie, d'avoir eu recours à de la dialyse continue aux soins intensifs, et certains items du NAS bien précis, on y reviendra plus tard. La chirurgie programmée, par contre, était un facteur plutôt de réadmission. Nous avons ensuite divisé les patients réadmis, les patients sortis de l'usine en deux groupes en fonction de la médiane de NAS, donc de la médiane de leur charge de travail. Et on voit que le groupe avec le NAS le plus élevé a plus de chances d'être réadmis aux soins intensifs dans les 30 jours sortant, suivant la sortie des soins intensifs. Et donc, on a constaté effectivement que lorsque la charge de travail était plus élevée à la sortie des soins intensifs, et nous avions un risque augmenté de réadmission. Cette étude a confirmé certaines observations qu'on trouvait déjà dans la littérature, telles que la sortie de l'USI avec une trachéotomie, d'avoir recours à des thérapies continues de remplacement rénal durant le séjour à l'USI. Par contre, il y a certains facteurs que l'on ne retrouve pas dans l'analyse multivariée, tels que les scores de gravité médicale, donc SOFA, SAPS, la durée de séjour à l'usine, ou encore le fait d'avoir été ventilé au cours du séjour aux soins intensifs. On retourne aussi vers certaines études qui avaient un peu le même constat et qui disaient que l'intensité, le type de soins requis après la sortie de l'unité de soins intensifs était à prendre en compte. Et donc, c'est peut-être cette charge de travail et ces soins requis qui finalement sont un des facteurs les plus importants de réadmission. Dans cette étude, on a un taux de réadmission qui est assez élevé par rapport au reste de la littérature, plus de 10%, mais c'est similaire à des expériences notamment brésiliennes qu'on peut retrouver, dans lesquelles les auteurs avaient conclu que le taux de réadmission était plus élevé dû à l'absence de services de soins intermédiaires, et que dès qu'un patient va un peu moins bien, on est obligé de l'admettre aux soins intensifs, on ne peut pas le surveiller directement dans le service. Il y a, dans l'analyse multivariée, je vous ai dit, il y a un item particulier du NAS qui est ressorti, c'est l'item monitoring et titration, ce qui représente vraiment la surveillance au chevet du patient. C'est le temps que l'infirmier va passer dans la chambre du patient pour le stabiliser. Et cet item ressort vraiment, et ça peut s'expliquer aussi, on a parlé de ces ratios, un infirmier pour 3 patients à l'USI, et ensuite on va à un infirmier pour 10 à 15 patients aux soins intensifs. Et donc, si on a des patients qui nécessitent des soins assez lourds, une attention particulière avec un risque de dégradation qui doit être suivi de près ou des soins qu'on doit adapter à l'état du patient, on n'est peut-être pas en mesure de le faire quand un infirmier doit s'occuper de 10 à 15 patients. Les limites ici de cette étude, c'est une étude réalisée dans un seul centre universitaire en Belgique. Comme on l'a vu, la variabilité de l'organisation des soins intensifs est assez importante à travers le monde, mais certainement en Belgique aussi, et donc c'est difficile de généraliser les résultats. Une fois les patients sortis de l'USI, nous avons uniquement recueilli les données de la réadmission aux soins intensifs, de la durée de séjour à l'hôpital et du devenir du patient à la sortie de l'hôpital. Nous n'avons pas donc d'indication sur les soins qui ont été donnés aux patients dans l'unité d'hospitalisation, qui peuvent peut-être aussi expliquer la réadmission. Et le manque de lits de soins intensifs, donc la saturation des lits de soins intensifs et le moment de la sortie n'ont pas été non plus enregistrés. Or, on sait que les patients qui sortent la nuit sont aussi plus à risque d'être réanimés. En conclusion, une plus grande charge de travail infirmière encodée lors de la sortie de l'unité de soins intensifs à l'aide du NAS a été associée à une réadmission, un risque de réadmission plus important en unité de soins intensifs. Et finalement, de ces unités intermédiaires, est-ce qu'on peut avoir un exemple en Belgique pour voir comment ça fonctionne? Pour ça, nous avons analysé une unité de soins intermédiaires temporaire qui avait été créée durant la crise Covid à l'hôpital Erasme. Et donc, comme vous le savez tous, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie du syndrome respiratoire SARS-CoV-2 comme étant une pandémie. Et dans les premières vagues, on savait qu'environ 5% des patients devraient être admis aux soins intensifs.
les unités de soins intermédiaires avaient déjà prouvé lors de la grippe H1N1 toute leur utilité, et on avait constaté que les hôpitaux qui avaient ce type d'unité avaient refusé moins de patients aux soins intensifs. Rapidement, à Erasme également, on a manqué de lits de soins intensifs, et on a décidé de créer une unité de soins intermédiaires, mais spécialisée, donc une unité de pneumologie semi-intensive à la date du 23 octobre 2020. Ce type d'unité est assez nouveau. Or, on sait qu'un ratio infirmier par patient adéquat est très important dans tout type d'unité, car un ratio inadéquat va avoir des impacts directement sur la qualité des soins. Et nous savions également que les patients admis aux soins intensifs atteints de la Covid-19 étaient 25% plus lourds que les autres patients. Et donc, il nous semblait intéressant de déterminer l'encadrement infirmier adéquat pour une unité de pneumologie semi-intensive pour les patients atteints de la Covid-19. Et donc, on voulait également décrire la patientèle qui serait admise dans ce type d'unité temporaire qu'on n'est pas habitué à voir dans notre paysage hospitalier. Pour ça, ici, le NAS est encodé donc, une fois par jour à 14 heures par l'équipe de recherche et les infirmières chefs, donc pas par les infirmières au chevet du patient. Les critères d'inclusion étaient tous les patients majeurs qui étaient admis dans cette unité du 18 octobre au 13 décembre 2020. Nous avions un comité d'éthique également pour cette étude. Finalement, 59 patients ont été admis dans cette unité, et on peut constater que dans ces 59 patients, 90% vont bénéficier d'oxygène à haut débit ou de ventilation non invasive, qui sont des soins qui actuellement sont principalement réservés aux soins intensifs en Belgique. C'était des patients qui étaient atteints de la Covid et qui étaient atteints de manière assez grave, et 18% de ces patients qui vont être admis dans cette unité vont malheureusement décéder, et à la sortie de l'hôpital, on est à 34% de décès. Au niveau des raisons d'admission dans cette unité, on avait deux grands types de patients. Des patients qui étaient admis pour une détresse respiratoire, donc qui étaient admis pour une stabilisation avant d'aller potentiellement aux soins intensifs ou pour ne pas du tout devoir passer aux soins intensifs, et des patients qui étaient admis pour une tétraparésie USI, après un long séjour à l'USI, pour une réadaptation par cette unité de soins intermédiaires avant de remonter dans un service d'hospitalisation classique. On a eu également un patient qui était admis là pour une décompensation cardiaque parce qu'il était Covid mais non symptomatique, mais pour des raisons d'isolement, a été admis dans cette unité. Patients bien différents, avec, on a constaté une différence de charge de travail pour ces deux patients. Et donc les patients qui étaient admis pour une détresse respiratoire étaient plus lourds que les patients admis après un long séjour à l'USI, mais aussi avec des activités infirmières qui étaient différentes. Et donc les patients qui étaient admis pour une détresse respiratoire aiguë demandaient plus de temps au chevet du malade pour le stabiliser, demandaient plus de tâches administratives, plus d'examens, etc. Et plus de temps aussi pour le support de les fonctions respiratoires, tandis que les patients qui ont été admis après les soins intensifs demandaient plus de temps d'hygiène et de mobilisation de ces patients. Et donc, on arrive à la discussion de cette étude. Donc, on a un NAS par patient qui est équivalent au NAS qu'on retrouve dans les unités de soins intensifs classiques en dehors de la période Covid. Mais pour rappel, 90% ont bénéficié de soins qu'en dehors de la période Covid, on ne fait qu'aux soins intensifs. Donc, ça s'explique de retrouver plus ou moins la même lourdeur de la charge de travail. Par contre, si on compare les patients Covid admis aux soins intensifs aux patients Covid qui ont été admis dans cette unité de soins intermédiaires, ils sont 25% moins lourds que ces patients de soins intensifs. Dans ces patients qui ont été admis, 14 avaient eu un statut et vu le manque de lits, n'étaient pas admissibles aux soins intensifs. Sur ces 14 patients, 5 ont quand même pu rentrer chez eux, et donc on a pu leur donner un support supplémentaire grâce à ce type d'unité et leur donner une chance. Et donc 35% de ces patients sont finalement rentrés chez eux alors qu'ils n'auraient pas eu de place aux soins intensifs. Comme on l'a dit, deux types de patients bien différents. Insuffisant respiratoire avant d'aller à l'USI ou pour leur éviter d'aller à l'USI, et réveillation précoce en sortant des soins intensifs, avec des activités qui sont bien différentes. Et on peut donc se poser la question de est-ce qu'en fonction de nouveau du case de patient, on ne peut pas adapter le type de personnel qu'on va mettre lorsqu'on a des patients qui sont en détresse respiratoire aiguë, qui ont besoin de plus de surveillance au chevet, de plus d'examens et de support
de la fonction respiratoire, on peut s'imaginer qu'un infirmier spécialisé a tout son rôle à jouer, mais peut-être que pour les patients en tétraparésie lucique qui demandent plus de mobilisation et plus d'hygiène, une équipe paramédicale, un binôme infirmier aide-soignant est peut-être plus adapté pour ce type de patient. Autre fait intéressant dans cette unité qui a été créée temporairement pour répondre à une situation d'urgence, c'est que c'était du personnel non spécialisé, mais le fait de créer une unité très spécialisée avec un type de patient quand même bien précis, on a pu former en très peu de temps des infirmiers d'autres spécialités qui ont pu se former à ce type de patient. Les limites de cette étude, de nouveau, c'est dans un seul centre. Le NAS est encodé par l'équipe de recherche et pas au chevet du malade, mais on a essayé de faire ça de manière le plus précise possible avec les infirmiers chefs et les dossiers infirmiers. Et chose aussi importante dans le contexte, c'est que le NAS estime un temps consommé par patient et ne prend pas en compte le stress des soignants qui ont été formés en très peu de temps et de plus l'inconnu de la maladie encore à cette période et le stress qui peut aussi engendrer une impression de charge de travail supérieure. En conclusion, pour ce type d'unité pendant le Covid, il avait fallu 2 infirmiers pour s'occuper de 3 patients. Où les études au centre intensif qui évaluaient la même chose disaient un infirmier par patient, donc on a quand même un ratio un peu inférieur pour le même type de patients. 2 types de patients avec des activités infirmières différentes, et donc on peut adapter le staffing en fonction du case mix de nouveau. Cette unité, on l'a vu, a permis de libérer des lits de soins intensifs en retardant l'admission ou évitant certaines admissions, et en libérant plus rapidement des lits de soins intensifs. Et ça a permis de donner une chance à des patients qui n'avaient pas de place à l'UCI parce qu'on n'avait pas de lit disponible. On arrive maintenant à la conclusion générale de ces 3 études qu'on vient de parcourir. Donc, pour rappel, la question de recherche était: existe-t-il un intérêt de développer des services de soins intermédiaires dans le paysage hospitalier belge? On a vu qu'il y avait de nombreux patients potentiels, que ces unités peuvent avoir des rôles différents avant ou après les soins intensifs, que ça pourrait permettre d'augmenter la qualité et la sécurité des soins. On a vu que les patients les plus lourds qui sortent des soins intensifs sont plus à risque d'être réadmis, et donc ce type d'unité pourrait permettre 2-3 jours mieux encadrés avant le retour vers l'hospitalisation classique. On l'a vu dans ces dernières études que ce type d'unité peut peut-être être très spécifique, répondre à un besoin en fonction de l'activité d'un hôpital. Ici, c'était pendant le Covid, mais on peut imaginer que si un centre a beaucoup de patients une pneumologie assez intensive, ce type d'unité peut-être peut être permanente. On a vu également dans d'autres unités que finalement on avait beaucoup de chirurgie programmée qui arrivait aux soins intensifs. Est-ce qu'une unité intermédiaire sur la chirurgie pourrait aussi être bénéfique? Il serait intéressant d'adapter les ratios infirmiers par patient au case mix des patients. On l'a vu aussi à travers l'étude, mais en fonction du type de patient, on n'a pas du tout les mêmes activités, la même intensité d'activité. Donc il faudrait peut-être penser à la manière dont ces normes, repenser ces normes actuelles, plutôt donc la manière plus staffer des lits vides, mais plutôt s'adapter au type de patient. Et en vue de tout ça, ça nous permettrait certainement d'être plus efficients avec les ressources qui sont en pénurie grave pour le moment. Pour compléter les études et le constat qu'on vient de faire, on a 2 autres études qui sont en cours. Une étude prospective où on a été pendant 1 an sélectionner les patients qui pourraient être pris en charge dans une unité de soins intermédiaires, mais ici sur base de critères médicaux, et ces critères médicaux ont été établis sur base d'un consensus d'experts. Et une expérience française. En France, ils sont en train également de revoir leur organisation, et une équipe de recherche en France a lancé l'évaluation vraiment de la charge de travail aux soins intensifs, parce qu'ils ne sont pas complètement d'accord avec la méthodologie de leur gouvernement, mais c'est une étude menée dans 100 centres français qui ont aussi évalué ces unités de soins continus, et donc c'est une expérience qu'on n'a pas chez nous qui sera intéressante de comparer. Voilà, merci pour votre attention, et je suis à l'écoute de vos questions. Merci bien pour cette explication avec une foulée de données. Je cède la parole à qui voudrait bien poser la première question. Il y a aussi online, je pense, vérifier en partie si là il y a des questions éventuellement. Question, je t'en prie. Sur ta première étude,
tu ne nommes pas bien la méthode utilisée parce que tu passes de multivariate ou et c'est multivariable. En statistique, c'est tout à fait différent. Là, tu as fait une régression logistique avec des odds ratios. Ça, c'est une étude, je dirais, multivariable. Tu as pris un Y, la présence ou non et puis tu mets toute une série de X de compris. Dans une étude multivariée, tu prends plusieurs Y et plusieurs Y. Donc ça devient un calcul matriciel et ça devient un lobby d'étude en composante principale. Donc c'est tout à fait différent. Et je crois qu'il faut faire attention à ça parce que les Français, ils mélangent les deux. Mais ça, j'ai essayé de leur expliquer parce que je les ai de ce travail. Ils sont persuadés qu'ils ont raison, mais ça, c'est le profil français par excellence. Par contre, si tu vas aux États-Unis, si tu publies dans une revue il y a même dans les instructions aux auteurs, ils pointent le fait attention, ne confondez pas multivariate et multivariable. Il y a même des bouquins entiers, donc il faut corriger ça parce que c'est un petit problème de sémantique, mais qui ne change rien des résultats qui sont excellents. Parce que je crois que ça. Et deuxième petite question maintenant plus médicale. Dans une étude comme ça, tu n'as pas pris ni le SOFA ni le SAPS, qui est quand même la lourdeur d'une pathologie, le SOFA en tout cas, et le SAPS et d'autres, ou l'IGS2, etc. Ce sont des critères donnés, on calcule en soins intensifs assez régulièrement, il y a plusieurs versions, il faut qu'on la version un peu puissante, qui te permet de calculer la charge de travail. On ne dit pas que c'est la charge de travail infirmière, on dit que c'est la charge de travail globale, on dirait médicale, mais également infirmière. Non, donc, malheureusement, ce sont des données que nous n'avons pas. À l'époque, c'était pour évaluer la charge de travail infirmière, et je pense que le point positif de cette étude, c'est d'avoir 15 hôpitaux, d'avoir 3300 patients. On avait essayé de récolter ces données, mais c'était compliqué de former toutes ces équipes, en plus à ces scores de gravité médicale que les équipes infirmières sont moins habituées à utiliser. Mais par contre, dans l'étude qui arrive, prospective sur un an, dans un seul centre, mais là, on a le score SOFA et le score SAPS2. Et donc là, on pourra voir, effectivement, refaire ce type d'analyse avec ces données. Normalement, si tu sais avoir accès à la c'est un travail de bénédictin, parce qu'il faut aller recevoir toute la biologie, recevoir les feuilles de liste, savoir les patients intubés, parce qu'il y a plusieurs critères. On pourrait recalculer a posteriori, mais c'est un travail et donc, pour la prochaine étude qui arrive, on les a. Donc ça, on a les scores. Ici, je pense que ça va être trop, ça serait trop complexe de retourner dans ces 15 hôpitaux. Bonjour, bonjour, merci pour ta présentation. Et merci aussi pour la prudence avec laquelle tu avances en termes de recommandations. Tu l'as souligné plusieurs fois dans ton exposé. Le calcul du ratio, le ratio infirmière-patient est fondamentalement insuffisant, quelles que soient les unités de soins qu'on considère en Belgique. Peut-être que cette conclusion-là est aussi à apporter haut et fort, mais je ne doute pas que tu le feras, donc c'est plus une remarque qu'une question. Parce que la tendance actuelle en matière de politique de santé, tu la connais comme moi, c'est de faire du cherry picking dans les études scientifiques et donc d'aller sélectionner en fait des fragments de résultats décontextualisés pour construire une politique de santé publique qui n'est pas fondée sur des données courantes, mais simplement sur un postulat qu'on cherche à confirmer en fait, à travers des études scientifiques. Et donc, par rapport au calcul du ratio idéal, est-ce que tu as des pistes par rapport à la suite, justement, tu parles d'une étude prospective qui s'en vient. Alors là, on pourrait inverser une formulation de recommandation en termes de ratio idéal dans des unités de soins intermédiaires pour éviter un effet. Je pense que ce sont des patients aujourd'hui qui sont aujourd'hui aux soins intensifs, et donc le NAS est l'échelle la plus recommandée pour évaluer ces patients de soins intensifs, et elle est validée dans les unités de soins intermédiaires dans d'autres pays. Donc je pense que vraiment ça c'est la bonne échelle à utiliser. Dans l'étude prospective, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir se dire si ce patient-là avait été dans une unité de soins intermédiaires, il aurait pu avoir une telle charge de travail, et donc on pourra de là déterminer peut-être cela. Je pense qu'après, le mieux serait de mesurer
sur le terrain la charge de travail directement de ces patients, mais ça n'existe pas en Belgique. Et donc, c'est tout l'intérêt, je pense, de cette étude française, où on va pouvoir aller voir dans leurs unités, finalement, avec les critères que eux ont sélectionnés, la lourdeur de ces patients pour essayer d'émettre des recommandations comme cela. Je pense que l'étude sur le Covid montre quand même un certain intérêt. C'est dans un moment très particulier où la charge en soins a explosé dans tous les services, mais on voit qu'ils sont 25% moins lourds quand même que les patients aux soins intensifs à ce moment-là. Et donc, je pense que ça peut être différents constats intéressants pour essayer de toucher vraiment à ce ratio idéal. Et de nouveau, il faudra voir, je pense, aussi le type de patient qu'on va être dans ces unités. On voit qu'aux soins intensifs, on a des types de patients complètement différents dans les différents hôpitaux. Et donc, il faut voir aussi quel type de patient on va mettre dans cette unité, le rôle qu'on va vouloir donner à cette unité. Et alors, deuxième question qui est une corollaire du suite de la première, en fait. Tu soulignes dans tes premiers résultats l'effet rebond dommageable, justement, sur la charge de travail qui risque de s'alourdir dans les unités de soins intensifs compte tenu d'un profil de patient qui va s'alourdir. Tu le soulignes dans ton exposé. Est-ce que tu as calculé, sur base des données que tu as récoltées, le pourcentage de surcharge estimé que ça pourrait générer et donc l'augmentation de l'intensité de la charge de travail? Si on restait, c'est un scénario hypothétique, hein, tu dis à 90% de taux d'occupation, et donc si on remplit ces lits à taux d'occupation inchangé, 90% avec des patients qui ont des profils beaucoup plus lourds finalement que la moyenne actuelle, compte tenu de la création des unités intermédiaires, quel effet est-ce que tu as essayé de mesurer À l'heure actuelle, dans cette étude prospective sur 1 an, on voit de nouveau que les patients, sur base de critères médicaux qu'on pourrait mettre dans une unité de soins intermédiaires, sont plus légers que les patients qui resteront aux soins intensifs. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de faire ensuite la moyenne des patients restant aux soins intensifs, voir la lourdeur d'un patient type aux soins intensifs et dans l'unité de soins intermédiaires. Et là, ça pourrait être une bonne idée, puisqu'on a quand même pas mal de données sur la lourdeur des patients aux soins intensifs en Belgique depuis plusieurs années. Et donc ça, je pense que ça pourrait être un exercice intéressant. Peut-être aussi sur l'impact, parce que c'est vrai qu'on a une vision ici soins intensifs et moins unité d'hospitalisation classique. Donc je pense que créer ce type d'unité pourrait éviter de certains patients trop lourds et donc d'éviter une surcharge de travail encore dans ces services d'hospitalisation. Dans cette étude prospective, j'espère aussi pouvoir montrer un lien possible entre le taux d'occupation des soins intensifs et le nombre de patients intermédiaires qui s'y trouvent. Ce qui veut dire que plus le taux augmente, plus on va faire sortir des patients lourds vers les services d'hospitalisation, qui sont ces patients intermédiaires, mais qui ont leur place aux soins intensifs normalement, mais qui peuvent vite basculer d'un côté à l'autre. Ils font les mêmes constats en France avec ces unités de surveillance continue, où finalement, s'il n'y a pas de critères stricts, on évite quand on a besoin d'une place, un patient passe d'un côté ou de l'autre, et donc il faut peut-être aussi réfléchir à des critères plus stricts d'admission aux soins intensifs, mais aussi dans ces unités intermédiaires potentielles. Dans l'expérience Covid qui s'est passée entre Nemours et Vraz, si j'ai bien compris, il y a 2 infirmiers par 3 patients. Si j'ai bien compris ta classe. C'est le ratio idéal qu'on trouve sur base de l'étude. Parce que ma question suivante, c'est aux soins intensifs où j'ai quand même beaucoup travaillé, je peux te dire que la nuit, il n'y a pas 2 infirmières par 3 patients, hein, parce que ça voudrait qu'il y ait 4 infirmiers pour l'USI 1, pas l'USI 1, l'USI 3 et l'USI 5. Et donc, ils étaient souvent à 2 avec un renfort éventuellement s'il y avait un peu plus de 3e. Donc, déjà ce ratio-là, déjà un ratio assez élevé de type ratio de soins intensifs. Peut-être un ratio de soins intensifs, mais les patients dans la unité de pneumo, c'est plutôt comme une unité intermédiaire par rapport à ce qui se passait aux soins intensifs. Tout à fait. Mais 90% des patients qui ont été admis là ont eu des actes qu'on ne fait qu'aux soins intensifs hors période Covid. Et ils sont plus lourds parce qu'ils sont Covid, tous isolés, etc. Ah oui, d'accord, ça c'est un facteur important. Et donc, aux soins intensifs, on a aussi augmenté, on était un infirmier par patient en période Covid à un moment, infirmier ou aide-soignant, mais une personne par médecin. Et j'ai pas présenté ce tableau, mais on voit la charge de travail évaluée sur base du NAS et le nombre de personnes effectivement présentes
Et on voit effectivement que c'est pas toujours réaliste de pouvoir adapter, en plus dans le contexte de pénurie et de manque de personnel, à la demande qu'on a eu pendant le Covid. Mais on voit qu'on essayait toujours au maximum de coller. Et dans les périodes où on avait ensuite moins de patients, on arrivait quand même à ce type de constat qui est fait a posteriori. Et donc, le personnel qui était mis à disposition était en fonction de la charge de travail subjective ressentie par le personnel soignant, par les médecins, par les équipes encadrantes, sans critères, mais on voit que ça collait quand même. Mais il y a un moment où on manquait de personnel et on avait trop de lits ouverts. On peut encore poser une question? Oui. Moi j'ai une question. Est-ce que ces unités intermédiaires doivent être de manière architecturale situées dans les unités de soins intensifs, selon toi? Deux constats qui sont basés. Ce type d'unité en fait, a tellement bien fonctionné pendant la deuxième vague du Covid qu'on les a répétés pendant la troisième et quatrième vague encore. Pendant cette première vague du Covid, les soins intensifs sont -1, l'unité de soins intermédiaires est au 6e étage, et en fait on fait des allers-retours impossibles. Et donc pendant les vagues suivantes, ils étaient mis au niveau des soins intensifs. Et le médecin de garde de soins intensifs passait le matin et avant son tour de nuit dans ces unités. En fait, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une bonne vision du patient qui pourrait arriver à l'USI ou du patient de l'USI qui pourrait aller dans ces unités de soins intermédiaires pour faciliter la mobilité et le trajet de ces patients. Deuxième constat possible, on voit que par contre, quand les unités sont collées, les unités intermédiaires ne font qu'un avec l'unité de soins intensifs, et ça c'est dans les premiers résultats qui sortent dans l'étude française, c'est qu'en fait on augmente la charge de travail infirmière parce qu'on a ce problème de patient qui, on a besoin d'un lit de soins intensifs, ce patient qui est soins intensifs maintenant, dans 5 minutes, va se retrouver soins intermédiaires, avec des ratios, mais comme ce patient est soins intermédiaires, on a besoin de moins d'infirmiers pour s'en occuper, et donc il y a un peu un effet pervers derrière, et donc je pense, sur base des travaux effectués jusqu'ici, que l'unité de soins intermédiaires ne doit pas être loin des soins intensifs, doit travailler en collaboration avec les soins intensifs, mais doit être deux unités bien distinctes dans l'intérêt aussi du patient. Et je pense qu'un intérêt que peut aussi avoir ces unités de soins, c'est une fois qu'un patient y est, d'avoir déjà un projet vraiment de sortie aux soins intensifs. On se concentre souvent sur réhabiliter le patient et lui permettre de sortir des soins intensifs, mais dès qu'il entre dans ce type d'unité, il faut avoir une vision plus à long terme et de réhabilitation à domicile. Et ça doit être géré par les intensivistes, ce type d'unité? Ça, c'est une bonne question également. Je pense qu'il faut au moins une bonne collaboration. Et après, de nouveau, ça dépendra du type d'unité. Si on a une unité de pneumologie semi-intensive, certainement que là, c'était géré par les pneumologues en collaboration avec les médecins soins intensifs. Et ça, c'est très bien fait parce que c'est une unité très spécialisée. Si c'est plus général, la question reste encore en suspens, mais je pense qu'il y a différentes pistes. Pareil, est-ce qu'il est préconisé de formation de personnel dans ces unités-là? De nouveau, on retrouve de tout dans la littérature, puis tous les pays n'ont pas une spécialisation comme on a. Je pense que, de nouveau, par rapport à l'expérience qu'on a montrée, est-ce qu'il faut des infirmiers spécialisés ou non? Je pense que ça dépendra du type de patient qu'on va mettre dedans. Parce que si on regarde l'expérience ici, on a des patients, des infirmiers qui doivent être très spécialisés dans un domaine très précis, qui est la ventilation non invasive et l'oxygénation à haut débit, et reconnaître les signes de détresse respiratoire ou autre, qui est bien plus large aux soins intensifs. Certains, de par leur expérience en unité de médicale, ont dû rester aux soins intensifs en disant bon, au final, on a bien aimé ce côté aigu, mais dès qu'ils ont été entre guillemets lâchés aux soins intensifs, il y a trop de pathologies, là il faut une spécialisation, et très peu sont restés finalement aux soins intensifs, on fait marche arrière. Et donc je pense que, de nouveau, il faut encore affiner le type d'unité qu'on veut créer, et en fonction du type d'unité et du type de patient qu'on va mettre dedans, il faudra avoir les compétences qu'on va avoir au niveau infirmier. On va de plus en plus dans nos hôpitaux vers des services qui sont hyper spécialisés, les spécialisations restent aussi générales. Je pense que c'est important d'avoir des infirmiers qui ont une formation assez large, mais est-ce qu'il faut être spécialisé en soins intensifs là ou non, ou avoir de bonnes formations continues au cours de sa carrière dans ce domaine précis, ça reste aussi à évaluer. Mais pour rajouter à ce point, tu sais qu'un infirmier, la formation SIAMU, soins intensifs et médicales d'urgence, donc pour être accrédité, un service d'urgence doit avoir au moins, je crois, 80% d'infirmiers ou d'infirmières SIAMU. Et en soins intensifs, c'est la même chose. On peut avoir quelques aides-soignantes, mais ça reste un pourcentage très réduit. Maintenant, est-ce que dans ces unités intermédiaires, il faudra
Et on a inventé une autre formation, mais comme tu dis très bien, si c'est en pneumo, ça va être surtout un problème pneumologique, et ça, on peut cibler la formation, ce n'est pas toute la formation, ce n'est pas la surveillance d'une CEC, ce n'est pas la surveillance, je sais pas moi, d'une PIC ou d'une hypertension intracrânienne, donc c'est beaucoup plus restreint. Mais est-ce qu'il faudra une formation spécialisée pour obtenir un haut niveau, avec aussi bien au niveau du personnel infirmier que le personnel médical, qui devra être un peu plus formé dans ces pathologies malgré tout, parce que sinon ça n'a pas. On est peut-être dans une formation continue plus ciblée en fonction du type de service où on travaille, puis une spécialisation qui est plus globale, avec toute une série de choses qu'on ne fera peut-être jamais si on travaille dans une unité de soins internes. Parce que comme tu sais, les infirmières qui sont, par exemple, ma fille est spécialisée infirmière onco, elle a une prime parce qu'elle est infirmière onco, en plus d'infirmière générale. Les infirmières CIAMU ont une prime en plus parce qu'elles sont CIAMU. Après ça, l'argent, celui qu'on met dans une unité intermédiaire au niveau d'une CIAMU. On va vous payer au prix standard, et vous faites un peu plus. Et donc ça va sans doute revendiquer au point de vue. Donc, ça devient un problème plutôt. Maintenant, les primes pour le diplôme n'existent plus, mais on a des barèmes différents en fonction du service dans lequel on travaille. Les primes sont revenues pour les IFIC, il y a une prime de 1200 qui est inférieure effectivement oui, mais le salaire a pas augmenté à côté. Oui, effectivement, mais par contre, Ça, on pourra discuter. Oui, alors. Ouais, pour les c'est jeunes, ça. Oui, ça pour les a jeunes, augmenté. ouais, parce que on a perdu pas mal quand même. Mais est-ce que oui, et effectivement, maintenant c'est plutôt dans le type de service dans lequel on travaille. Le côté assez belge de l'histoire quand même, c'est que les unités de soins intermédiaires, ne tenu pas dans la législation ou autre, mais dans l'IFI qui a un profil pour ces infirmiers qui sont un profil de medium care et donc qui sont au même niveau que qui sont en IFI 15, au même niveau que les infirmiers de soins intensifs, au niveau barème, donc spécialisation ou non, ça, on verra pas. Et qu'est-ce qu'ils font effectivement, il y a un profil IFIC. Mais, moi, c'est un petit constat que nous, on a en néonat, c'est que les soins intensifs néonataux dans les hôpitaux qui sont les plus intensifs en termes de charge de travail ont plus de turnover de personnel que les autres néonates qui ont du middle care, de l'intensif. Parce qu'en fait, pour les soignants, être tout le temps dans l'intensif, même si la charge de travail va diminuer, en fait, on est toujours sur des cas très critiques avec des issues qui sont souvent défavorables. Et donc, au final, c'est des équipes qui, après 5 ans, tournent en continu. Et, tout à fait. c'est le risque, je pense. C'est le risque. C'est sûr que si on arrive à ce type d'unité un jour, ça va être un gros changement dans le paysage hospitalier. Et pour en avoir discuté souvent avec des collègues aux soins intensifs, il y en a qui sont très demandeurs et il y en a qui ne le sont pas du tout. Mais ça se voit déjà aussi au quotidien. On a toujours des infirmiers qui vont aller chercher des patients très lourds et ceux qui préfèrent avoir des patients qui sont un peu plus autonomes avec qui on peut discuter. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faudra mesurer cet impact-là. Est-ce que ce n'est que l'intensité qui fait, ou le fait d'avoir une grosse intensité avec le même personnel que dans d'autres unités où il y a moins d'intensité. Si on augmente le personnel, peut-être qu'on saura mieux prendre en charge cette intensité. Et donc là, les liens ne sont pas toujours évidents non plus à faire, mais c'est sûr qu'il faudra avoir le système globalement, parce que si on augmente l'intensité, il faut augmenter le personnel de ces unités qui sont plus intenses encore. Peut-être qu'il faudrait vérifier si par Teams, s'il y a des questions. Oui, j'ai peut-être aussi une question. Donc j'ai bien compris que ces unités de soins intermédiaires ont un impact positif pour la partie efficience des ressources à utiliser. Dans les études, est-ce qu'on a aussi pu constater le mouvement inverse, que quelqu'un qui serait dans les services généraux passerait tout de suite à des soins intermédiaires qui maintenant restent dans les services généraux? Si on veut finalement calculer l'entièreté des ressources dont on a besoin, est-ce qu'il y a aussi un effet dans l'autre sens? Ouais, mais c'est vrai que c'est une question qui n'est pas facile à mener sur le terrain. On sait que les unités d'hospitalisation classique pour le moment sont aussi débordées, ont des normes qui sont dépassées et que l'intensité des patients qui sont dans les lits sont aussi de plus en plus importantes. On a moins de soins intensifs, ils sortent plus vite, les durées de séjour sont raccourcies et donc
pour une vision de qualité et sécurité des soins, je pense que c'est toute une série de patients où on pourrait gagner. Je n'ai pas trouvé d'études à laquelle qui montre effectivement ce lien, mais qu'un patient qui va être correctement stabilisé pendant peut-être 24 à 48 heures, on pourrait éviter des complications qu'on va retrouver pour le moment parce qu'on n'a pas l'encadrement adéquat et qu'on passe à côté de patients parfois qui peuvent arriver vécu après 48 ou 72 heures après à la sortie de soins intensifs, qui a été complètement déshydraté ou autre parce qu'on n'a pas su s'intéresser suffisamment à un cas qui était un peu plus intense. Et donc, mais ici, c'est plus du subjectif. Je n'ai pas trouvé de papier qui montre clairement ce lien. Moi, juste une question, je voulais savoir dans le cadre de la thèse, est-ce que vous allez avoir un volet encore un peu plus politique, dans le sens que vous allez arriver à des recommandations en disant voilà, tiens, si on devait ouvrir un IMC demain, comment est-ce qu'on ferait? Est-ce que c'est prévu ou c'est un but quand même d'amener des recommandations les plus précises possibles, en tirant des conclusions un peu de différentes études qu'on a fait. Donc, il y aura ici 5 études, et en lisant tout ce qui existe également. Je pense que c'est important. Je sais également que le KCE s'intéresse à cette problématique, parce qu'on était en contact aussi avec eux, et ils ont un rapport qui devrait sortir aussi là-dessus, avec des études réalisées, mais avec des angles différents, et avec notamment aussi du qualitatif auprès de professionnels ou autres, qui doit sortir en novembre si tout va bien. Et donc peut-être que les deux mis ensemble, on saura émettre de chouettes recommandations. Super. KCE, moi je m'en méfie un peu parce qu'ils ont fait une étude sur les services d'urgence, que je connaissais un peu mieux. Dans leur étude, ils disaient qu'il faut supprimer tous les services d'urgence de moins de 50 000 lits, donc tu supprimes le service d'urgence de Libramont. Donc les gens qui habitent dans Luxembourg, ils devaient aller soit à Marche, du principe, Princesse Paola, ou bien aller à Arlon, ce qui naturellement n'était pas très, je dirais, convenable par rapport à la population qui a besoin quand même d'avoir un dispositif. Donc je crois qu'ils ont de bonnes idées, mais de temps en temps ils sont un peu trop dans la théorie, alors ils en arrivent à des conclusions qui sont sans doute valables au point de vue économique, etc. Mais du point de vue réalité de terrain, la problématique des services d'urgence dans le province de Luxembourg n'est pas celle de problématique dans la zone de Bruxelles. Là, effectivement, on peut dire qu'il y a peut-être trop de services d'urgence, mais bon, c'est un autre problème. Mais par ailleurs, ils font des études qui sont c'est bon, mais il faut être un peu critique parce que tu as raison, c'est pas toujours ça. Autre question, commentaire? Ni ici, ni à distance. Alors, je tiens à vous remercier pour l'ensemble des explications, des données fournies, le sujet d'actualité et la bonne continuation, je dirais. Merci. Merci à tout le monde. Merci à vous.